Bonjour, heureux de vous retrouver. On chante de génération. Michel Bouquet, hommage au Grand Théâtre la semaine dernière. Et là, le plus jeune invité de l'histoire de Vivement Dimanche. Il n'a que 24 ans. On a l'impression qu'il a déjà toute une carrière derrière lui. Et c'est un peu vrai. Il a déjà 7 ans sur scène. C'est une star de scène. Si vous avez vu Prof 1, 2 et Aladdin, vous savez que c'est également un acteur magnifique. Son prochain film, dont il est la vedette et qu'il a coécrit, s'appelle Amis publics. Des braqueurs au grand cœur qui braquent une banque, mais pour la bonne cause. Voici Kev Adams. Nous allons passer tout un dimanche avec ce petit bonhomme. Regardez la bouille qu'il avait quand il était gamin. Je ne sais pas si tu es ému d'être là, mais je peux te dire que nous, on est émus aussi parce que, avec Françoise Coquet et toutes nos équipes, on est là depuis très longtemps. On a vécu des moments très forts à travers 3 générations d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, d'hommes politiques, de stars de télé et du sport. Et là, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un d'aussi jeune. Mais quand je te vois, j'ai l'impression que tu as déjà fait tellement de choses. C'est vrai parce qu'on écoutera ta maman tout à l'heure. Tu étais déjà, quoi, 14 ans, 15 ans sur les planches. Ouais, j'ai commencé vers 15-16 ans. Mais malgré tout ça et malgré toutes ces dernières années qui ont été absolument incroyables, merci beaucoup de me recevoir, Michel. C'est un vrai rêve de môme que d'avoir mon Vivement Dimanche. C'est un vrai rêve de môme que de passer un dimanche avec vous. Donc voilà, merci infiniment de me recevoir. Merci à vous, à vos équipes. Et merci au public d'être là. Je suis heureux de passer ce dimanche avec vous. Alors, tu connais la formule. On va revoir pendant 1h30 les grands moments que tu as déjà vécus dans ta jeune carrière. On s'aperçoit que tu n'as pas arrêté. Ta maman, que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui m'a beaucoup parlé de toi, m'a dit que finalement, tu n'arrêtes pas de travailler. C'est grâce à elle, et c'est important de le préciser, c'est important de le dire aussi pour tous les jeunes qui nous regardent et qui parfois peuvent être un peu en guéguerre avec les parents. Moi, c'est grâce à elle si j'en suis là aujourd'hui, en grande partie pour une simple et bonne raison, c'est quand j'ai eu 18-19 ans, je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'arrêter l'école, la fac, j'ai envie de me consacrer à ma passion. Et elle m'a juste dit une chose, elle m'a dit, écoute, moi je pars travailler le matin à 7h, je rentre le soir à 19h, il est hors de question que je vois quelqu'un traîner sur un canapé toute la journée, comme Michel Drucker. Ne dis rien parce que le canapé, ça peut avoir du bon. Et du coup, elle m'a dit, si je pars travailler, tu pars travailler. Et ça a été une phrase qui a été marquante et je pense que ça a été une phrase qui a été importante aussi dans ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, effectivement, si elle part se démener pour qu'on ait tous à manger, à un moment donné, je dois faire la même chose si je décide de plus aller à l'école. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à aller effectivement dans les cafés, à observer les gens, à écrire mes premiers sketchs et le soir, à aller dans les scènes ouvertes pour jouer mes tout premiers sketchs. Donc voilà, merci maman, tout ça c'est grâce à toi. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Amis publics, d'Édouard Pluvieux. C'est le nom du metteur en scène, c'est son premier long métrage, mais c'est un complice à toi depuis longtemps. Un film important, Édouard est un complice, avec lui que j'ai coécrit mes 2 premiers spectacles de scène, et c'est quelqu'un aussi qui a réalisé des épisodes de Soda, donc quelqu'un de qui je suis proche depuis plusieurs années. Et ce film-là, c'est le début, mais en même temps l'aboutissement de quelque chose, et entre nous et entre tout le reste de l'équipe du film. C'est un film important, un film qui a été un combat à tous les sens du terme, un combat oui, parce que tous les producteurs qui t'ont fait confiance sur Prof 1, Prof 2, ils auraient volontiers fait Prof 3, hein. Ils auraient volontiers fait Prof 4 même. Ou Aladdin 2, effectivement, tout de suite, bien sûr. Et c'est des projets qui auraient été certainement très bien. Mais c'est vrai que pour une fois, j'avais envie de défendre une cause qui m'est chère, qui est celle des enfants qui souffrent de maladies. Et ce film-là fait ça avec beaucoup d'humour. Et j'avais envie de faire passer ce message par le rire et pas par le drame. Souvent, les journalistes me disent, mais alors, à quand votre Ciao Pantin? Quand est-ce que vous allez être sombre et dark dans un film? Pour être très honnête avec vous, j'en ai pas envie. J'ai envie de continuer à faire passer du rire, à faire passer de la bonne humeur au cinéma. Mais si en plus on peut amener des petits messages et mettre le point sur des choses qui comptent, je trouve aujourd'hui, eh ben, la comédie prend tout son sens. Je fais le pitch. Tu fais le pitch? Léo, le pitch? Léo,
Léo, c'est toi, Kev. Il est fou de tristesse de voir que son frère, qui a plein de choses à vivre, a été contaminé après l'explosion d'une usine pétrochimique. C'est la référence à AZF de Toulouse. Et il a un cancer. Et donc, il est en chimio. Et son grand frère va décider de réaliser un de ses rêves. Il a été, lui, fasciné par tout le cinéma américain, par les films de Scorsese, bien sûr, par tous les films de braquage, Ocean's Casino, tous ces cinémas, qui a inspiré toute une génération aussi. Il y a des références à ces films dans le film d'ailleurs. Beaucoup. Voilà, il rêve d'attaquer une banque, et il dit on va faire ça avec les copains. Une fausse banque, on va tout imaginer pour le rendre heureux. Et puis finalement, ça va se faire, mais ça va se faire en vraie grandeur. Parce que parmi les saltimbanques et les branquignoles qu'il y a avec toi, il y a un chauffeur de taxi qui, lui, se trompe d'adresse. Et vous allez attaquer une vraie banque. Mais qui nous emmène dans la mauvaise banque, enfin, pas dans la banque où c'était prévu qu'on fasse le braquage pour réaliser son rêve. Et effectivement, de là va démarrer l'aventure des amis publics. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, ils font ça juste pour réaliser le rêve d'un enfant. Et puis ce rêve d'enfant va finalement devenir une quête pour eux, une quête de vie, une quête de bonheur, une quête de rêve. Et surtout, et c'est ce qu'il y a dans ce film, et c'est ce qui me parle vraiment beaucoup, c'est ce message de jusqu'où êtes-vous êtes-vous prêt à aller par amour, par amitié, pour un ami? Parce que quand on est malade et qu'on rêve de braquer une banque, certains peuvent se dire il n'a rien à perdre. Mais quand on ne l'est pas, on peut avoir une famille, et braquer une banque aujourd'hui, je préfère le rappeler, c'est illégal en France. Parce que je vois des gens dans le public qui me regardent genre bon délire de braquer des banques, ça c'était bien ça. Donc forcément c'est aussi ça que ça raconte, l'amitié, l'amour qu'il peut y avoir dans une bande de copains, dans une bande d'amis. Et moi ça fait partie de ma vie, donc forcément ce film me parle beaucoup. Mais braquer une banque pour la bonne cause. Parce que l'argent est pour aider ceux qui en ont besoin, les malades, les hôpitaux, ceux qui sont défavorisés. Voici la bande-annonce et on reçoit toute l'équipe du film. Toute l'équipe va venir autour de son metteur en scène. Ça, c'est un beau cadeau que vous me faites, Michel. Voilà, ils sont tous là. Voilà, toute l'équipe d'amis publics, des braqueurs au grand cœur. Les Robins des banques. Les Robins des banques. D'Édouard Pluvieux. Alors, Vincent Elbaz, tête d'affiche avec toi dans le film. Paul Bartel, Chloé Koulou, John Ellet Jam, Majid Berila et Édouard Pluvieux. Ils sont tous là. Bravo! Énorme! Bonjour, asseyez-vous. Vincent, il connaît la maison. Bonjour, asseyez-vous. Je suis très heureux. Bonjour, Chloé, asseyez-vous également. Alors, bonjour. Heureux de vous voir. Bonjour, Michel. Bonjour. Je suis très heureux d'être sur ce canapé avec cette équipe. Je pense que si on m'avait demandé de choisir parmi tous les films que j'ai fait dans ma jeune carrière, une équipe pour me rejoindre pour mon spécial Vivement Dimanche, j'aurais choisi celle-là parce qu'il y a des amis d'enfance et il n'y a que des gens que j'aime profondément et que des acteurs de grand talent. Et je suis très heureux d'être avec eux. Est-ce qu'on peut les applaudir quand même? Alors, vous avez la parole d'abord à lui qui est un des héros du film. Hein. Alors c'est Paul qui joue mon petit frère. Le petit frère. Il joue mon petit frère, il joue un enfant malade, un rôle qui a été difficile et je te laisse en parler. Ouais, c'était un rôle hyper difficile à faire, complexe, avec plein de justesse à avoir. Et voilà, donc c'était un challenge hyper compliqué pour moi, de rentrer un peu dans la peau d'un enfant malade, de vivre un peu ce qu'ils vivent, et puis surtout de ne jamais oublier que dans le rôle que je fais, je suis malade, quoi. Il fallait vraiment que... Il y avait une ligne en fait à suivre tout le temps, c'était très difficile, mais j'ai vraiment adoré. Quel âge as-tu, Paul? 21 ans. Comment es-tu venu à ce métier? Je suis venu à ce métier très simplement, comme beaucoup de jeunes acteurs, en faisant du casting au début. Et voilà, tout simplement. Le metteur en scène. Alors c'est votre premier. Ouais. Et quelle mise en scène? Alors c'est vrai, vous avez réussi à faire un film extrêmement drôle, avec au départ quelque chose d'extrêmement touchant. Quelle était la difficulté pour vous? Je sais que beaucoup de gens trouvent que c'est un tournant pour Kev, ce qui est vrai, un tournant de l'acteur, Kev Adams, de ce qu'il a montré au cinéma. Mais pour moi, c'est le film, je trouve, qui ressemble le plus à ce qu'est Kev dans la vie. Oui. Donc pour moi, la difficulté, elle n'était pas là, parce que c'est vraiment lui, ce personnage. C'est le film qui lui ressemble le plus. C'est ça, à la fois son humanité, le fait que ce soit un chef de bande, voilà, on est tous là pour en témoigner, qu'il ait une grande générosité dans la vie, qu'il soit à la fois extrêmement drôle et extrêmement touché par le monde qui l'entoure. Et ce sujet l'a vraiment touché, et donc voilà. Il faut rappeler quand même que vous avez été journaliste, hein, Oui. et vous avez coécrit les spectacles de Kev Adams, mais également Cavana, Max Boublil, etc. Alors, Vincent,
Vincent, lui, c'est le policier Bortolomeo. Alors lui, il a une situation incroyable parce qu'au départ, c'est un gag. Et puis ça se termine de façon un peu tendue quand même. Eh oui. Parce que le chauffeur de taxi, un peu maladroit, les a amenés dans une vraie banque. Oui, tout à fait. Non, il s'intéresse tout de suite au profil de ces braqueurs. Il comprend tout de suite qu'il faut les sortir de là, qu'ils sont dans une spirale. Il ne faut pas que ça se termine Mais sa trop hiérarchie, tragiquement. ta hiérarchie n'entend pas de cette oreille-là. Oui, parce que sa commissaire, il a eu le malheur de coucher avec elle un soir. Et, il faut d'une ou attention. deux même, je dirais. Et du coup, ça a un peu pourri leur rapport. Donc, elle lui fait moins confiance. Voilà. Non, j'ai eu l'impression de rentrer dans une bande, effectivement, vous vous rappeliez tout à l'heure, avec un leader, un capitaine d'équipe, là, qui traite tout le monde pareil, d'ailleurs, c'est-à-dire comme une merde. Et... c'est ça qu'on aime bien dans cette bande, c'est que tout le monde est... Non, j'ai eu l'impression vraiment de rentrer dans une équipe, une équipe. J'ai rencontré Édouard, d'abord. Alors, pour revenir à l'histoire, Bartholoméo, il est touché par la démarche humanitaire de la bande. Oui, il est très affecté par toute cette histoire. Donc c'est un flic qui est un peu en colère, qui est assez en colère, mais qui a bon fond. Mais voilà. tout le film, si je peux me permettre, chaque personnage, c'est un film qui parle d'humanité, vraiment. Et chaque personnage est très humain, y compris le policier. Ouais. Non, mais en plus, moi, je l'ai lu, quand j'ai lu le scénario, je l'ai lu comme un conte, une fable sur l'adolescence, quoi. L'adolescence, c'est ça, c'est une sorte de transgression des interdits, la mort, l'adrénaline, le besoin de vivre des sensations fortes, etc. Et à un moment donné, la rencontre que vous faites dans votre vie qui vous fixe une limite, quoi, ou un cadre. Alors, il y a une nana, la seule nana de la bande, d'ailleurs qui est très... Elle a le coup de foudre tout de suite parce que vous êtes au départ à la réception d'un hôtel, ils viennent pour prendre une chambre, vous leur donnez une chambre collégiale, si j'ose dire, mais très vite, vous avez le coup de foudre pour la bande et vous voulez les rejoindre. Voilà, parce que Anna, c'est quand même quelqu'un qui a une histoire familiale qui est compliquée, qui est une fille qui est très seule en fait, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui a une famille qui est très explosée, et qui quand elle les voit déjà à la télé, comme tout le monde. Oui. C'est pour ça qu'elle les reconnaît dans l'hôtel. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent. Voilà. Hein. Il y a les réseaux sociaux qui planent au-dessus de ce film. Hein. Complètement. C'est une vraie référence dans le film, complètement. Et oui, elle a un coup de cœur pour cette bande. Elle se dit, voilà, ça va être elle, ma famille. Elle leur sauve la mise très vite d'ailleurs. Hein. Grâce aux écrans de contrôle de l'hôtel, déjà, elle leur permet de se barrer alors que les flics arrivent. On note quand même, Michel, si je peux me permettre, que tu as vraiment vu le film. Plan par plan. Parce que là, tu détailles des choses quand même. Plan par plan. Il a cru que c'était sa tante. Tu vois très bien sur les écrans de contrôle. Michel, c'est le plus grand journaliste de la télévision française. Ah ouais. Non, évidemment qu'il voit tous les films. Par contre, ce qui est sûr, c'est pourquoi tout raconter, Michel? Non, je m'arrête là. C'est assez incroyable. Je m'arrête là. Mais il est à deux doigts de dire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin, dans la dernière scène, il y a quand même cette scène qui est troublante. Non. La seule chose que je dis, c'est qu'on se marre jusqu'au bout. Alors moi, je voudrais m'adresser à vous, John. Bon, je dis plus rien. Vous avez failli fauter tout à l'heure, j'ai vu, il y a eu un petit moment d'hésitation. Elle est Jam. Elle est Jam. Mais je me suis entraîné toute la nuit. Elle est Jam, elle est Jam, elle est Jam. C'est très bizarre ce que vous êtes en train de dire, Michel Drucker. Parce qu'il y a Michel Drucker dans son lit en train de crier, elle est Jam, elle est Jam. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors, d'où ça vient, les Jam? Ma mère serait hyper contente. Qu'est-ce que c'est que ce nom, alors? D'où ça vient? Je ne sais même pas. Je m'adresse à vous parce que vous êtes plus que le chauffeur de taxi complètement branque dans le film. Exactement. Vous êtes le co-scénariste. Exactement. Vous avez coécrit le film. Tout à fait. Avec un garçon extraordinaire qui s'appelle Grégory. Oui. Et l'idée de ce film est venue il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On était en tournée avec Kev et avec Édouard, puisqu'on bossait ensemble. J'avais la chance de faire les premières parties de Kev en tournée. Ah ouais. Et on était dans un soir ensemble, on sortait d'un show. L'idée m'est venue, puisque un truc qui me symbolise et qui me caractérise vraiment, c'est l'amitié et la folie qui peut entourer l'amitié et l'amour. Et j'ai l'idée de ces 4 potes qui réalisent un acte extraordinaire pour un ami à eux qui malheureusement traverse une période plus que difficile. Donc c'est vraiment une histoire de copains. Oui, et c'est une histoire de famille depuis le départ, c'est une histoire de famille, Michel. Tout comme on le dit dans le film, les spectateurs le verront, tout ça c'est une histoire de famille. Absolument. Voilà. Alors j'ai gardé pour la fin le plus élégant. Merci. Ben merci Michel, c'est gentil pour nous. Non mais c'est vrai, il faut reconnaître. J'étais obligé, Faut le Michel. reconnaître. Mes parents m'ont dit tu vas voir Monsieur Drucker, tu t'habilles bien. Donc voilà. Non mais il y a un petit côté Lino Ventura là. Magid Berilla, Lounès. Tu fais charrier. Voilà. Alors Lounès, ce qui est formidable, moi ce que j'ai aimé, c'est que... Moi, il n'y a pas de... Berilla, la nuit. Non, pas du tout. Berilla. Non, tu es le fruit défendu. J'ai dit Lounès. Faut pas oublier le prénom que vous avez dans le film. Alors vous entraînez des gamins au football. Voilà. Et vous avez un petit problème de couple. Voilà. Et la pension alimentaire, elle n'arrive pas régulièrement. Voilà. Ouais. Je suis en phase de divorce, je suis un peu perdu avec ma femme, mon fils me néglige. Du coup, j'ai mes amis qui sont là et je décide avec eux de
continuer cette aventure qui est le braquage parce que je me sens investi d'une mission. Dans le film, je m'appelle Lounès. Oui. Et c'est John, Edouard et Kev qui ont décidé de me donner ce prénom parce qu'il y a une signification, parce que Lounès, c'est le nom de mon fils. Ah oui. Et c'était pour que j'oublie jamais ce film familial. Voilà. Alors maintenant, on va voir tout ça en images. Paul qui rêve qu'il braque une banque, le braquage, Chloé qui rejoint la bande, et Vincent Elbaz qui va arrêter Kev. Donc on va regarder le film. Non, non. Ami, Une heure et demie. Regardez C'est directement la première fin. dans Vivement Ami Dimanche. public. Non, non, On non. regarde le film Non, non, en direct. C'est des extraits que tu connais par cœur. Ok, super. Édouard Pluvieux, Oui, Michel. j'ai noté le nombre de références au cinéma que j'aime comme vous. Il y a une référence à De Niro. Oui. Il y a référence à EC 117, Ocean's 11, Scorsese, Coppola. Bien sûr. C'est tout ce que vous aimez, ça. Tout ce que j'aime. Et aussi le cinéma des années 90 français avec lequel j'ai grandi, comme, je sais pas, Association de malfaiteurs ou ce genre de sûr, film. tout à fait. La scène du coffre, d'ailleurs, m'a été inspirée par ça, par Association de malfaiteurs. Paul, tu es donc le plus jeune de la bande, toi. Ouais, je suis le cadet. Mais maintenant, je me souviens de toi. Tu as dû être en compétition, meilleur espoir masculin pour Les Petits Princes. Ouais, exactement. Hein Que je n'ai Tu étais encore plus jeune. Je l'ai pas eu, mais je suis. Non, mais tu étais déjà en compète, on t'avait déjà déjà remarqué Ouais, quand C'est même. énorme. C'est vrai, c'était vachement bien. Super beau souvenir. Mais je l'ai quand même pas eu. Comment, Edouard, vous l'avez choisi? Sur casting, en fait, comme vous l'avez compris, on a une bande ici qui sont Kev, John et Majid. Là, les rôles ont été écrits pour eux. Et ensuite, il a fallu organiser un casting comme pour tout film. Paul a été, je crois, un des premiers que j'ai vu pour le rôle et ça a été très évident tout de suite. Et mademoiselle... Et pareil, Chloé. Alors, Chloé, c'est la toute première que j'ai vue. Chloé Coulou. Chloé Coulou, ouais. Toute C'est un première joli que j'ai nom, vue. ça. Magnifique. Ah ouais. Magnifique actrice, joli nom, tout est joli chez Chloé. Mais elle était dans Neuilly, sa mère. Oui, je faisais la cousine de Samy. Vous avez pris des cours de théâtre, fait une école. J'ai pris des cours de théâtre pendant 4 mois à l'école Périmonie et je suis vite partie. Voilà. Vous étiez dans un film face à Karine Viard. La tête de maman. Voilà, c'est Ouais, ça. c'était il y a tête de 10 maman. ans déjà. Karine Tardieu. Très bien. C'était de Karine Tardieu. ouais. Très bien. Alors maintenant, je vais vous Ah, présenter... très belle photo d'ailleurs, Michel. hein. J'aimerais qu'on la souligne. On est sur une super photo, Je l'ai quand pas même. dit par hasard. Elle Tout de est- suite, t'as vu la vitesse d'intervention de la régie. Tac. Non, mais elle est toute mignonne dans ce film. Chloé est toute jeune, 15 ans. C'était il y a 10 ans. Ah Je me suis bonifiée, on va dire. j'espère. Premier rôle. T'es dans tous les plans du film. Oui. Alors, à côté de vous, une dame qui a un rôle très important Ma grand-mère, vous a ouais. rejoint. Une dame très très Elle importante. s'appelle Muriel Attab. Voilà. Qui préside l'association Princesse Margot. Qui finalement était très présente sur le film. J'ai la chance, l'immense chance d'être le parrain de cette association depuis peu. Et c'est une très grande fierté pour moi. Tout simplement parce que c'est une association qui justement fait ce qu'on propose dans ce film. C'est-à-dire, elle ouvre les esprits. Elle apprend aux gens comment on peut affronter la maladie. Elle se démène toute la journée, toute la soirée, toute sa vie pour faire en sorte que les enfants malades soient mieux et des chambres dans lesquelles ce soit agréable de rester, organiser des goûters, des soirées pour eux, pour qu'ils sortent un peu de cet esprit d'hôpital, faire venir des personnalités comme moi ou plein d'autres qu'elle a fait venir. Muriel fait partie de ces gens qui consacrent leur vie entière pour ces enfants qui malheureusement souffrent d'une maladie trop injuste. Et ça fait partie des anges. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse pour ce qu'elle est. Vraiment. Alors, chère Muriel, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer cette association? Une raison personnelle peut-être? Oui, raison personnelle. J'étais maman de 3 enfants, maman au foyer. Et puis un jour, voilà, ça tombe dessus, la maladie d'un enfant. Donc, de ma fille aînée, Margot, de Princesse Margot, qui, à l'âge de 15 ans, on lui a décelé une tumeur au cerveau, appelée glioblastome. Et dans la vie d'une famille, dans la vie d'une maman, c'est juste un traumatisme terrible. On n'est pas préparé à ça et surtout, on ne sait pas que ça existe. Moi, je ne pensais pas que les enfants pouvaient avoir des cancers. Il y a 1900 enfants par an. Un peu qui sont plus touchés quand on par le compte les cancer. adolescents. 1900 par an. 2005 pratiquement, Maintenant, quand on compte 2005. les adolescents. Ah oui. Et donc, on découvre les hôpitaux, les chimios, les radios, radiothérapie, et puis on découvre surtout la maladie d'un enfant qui ne va plus à l'école, qui perd ses cheveux, qui souffre. Et en tant que parent, c'est très très difficile à vivre parce que on se doit d'être fort et debout pour ses enfants. Donc, elle a lutté pendant 3 ans avec une force, une énergie juste incroyable.
toujours un sourire, toujours une force de se battre. Voilà. Et puis la maladie a récidivé. Et puis à l'âge de 18 ans, elle en est décédée. Elle s'appelait Margot, d'où l'association Princesse Margot. Voici l'adresse, car c'est important, hein, l'adresse. Si je peux juste en dire un mot, Michel, et je veux pas être trop long, mais c'est important vraiment d'appuyer là-dessus. Ce film, il a été fait en partie pour des gens comme Princesse Margot et grâce à des gens comme Princesse Margot. La force de Muriel, et c'est important de le dire, elle ne le dira pas elle-même tant elle est humble, mais depuis le départ trop soudain de sa fille, elle est restée debout. Et c'est quand même extraordinaire, je veux dire, de vivre une souffrance pareille et de continuer à garder la même rage de guérir des enfants aux quatre coins de la France, de continuer à faire en sorte que les mômes se soignent, qu'ils aient une autre horizon que l'hôpital et qu'ils aient encore des rêves et qu'ils aient encore le sourire. Cette femme devrait être présidente. Elle est extraordinaire. Voilà, je le dis. Bravo à elle. Et ce film est également pour ses enfants. Et ce film qu'on a montré évidemment à Muriel, qu'on a montré à l'association, et je tiens à dire d'ailleurs que l'association est partenaire du film, qu'on l'a fait avec eux main dans la main parce qu'on voulait aussi être juste sur le sujet des enfants malades. On peut applaudir tous les voilà, enfants de Princesse Margot, caméra. tous les bénévoles qui sont venus nous voir. Les bénévoles qui sont là. Princesse Margot, www.princessemargot.fr pour les aider. Vraiment, j'aimerais mettre la lumière sur cette association et j'aimerais dire que ce film, on l'a fait pour eux, on l'a fait pour tous ces mômes qui se battent chaque jour, qui sont d'une positivité, qui ont toujours le sourire, qui ont toujours envie de se battre, qui ont une envie d'avenir, une envie de rêve. Et c'est grâce à des gens comme Muriel, c'est grâce à des gens comme Princesse Margot. Merci d'être là et on espère que ce film va vous aider aussi à changer la vie de l'association et à changer la vie de nombreux enfants. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, madame. Encore un mot. Tu veux dire un mot de l'association Les Blouses Roses? Oui, on a parlé de Princesse Margot, qui est évidemment notre, j'allais dire, partenaire. On est main dans la main sur ce film, mais les Blues Roses nous ont beaucoup aidés également. C'est une association extraordinaire qui aide aussi beaucoup les enfants et les adolescents malades. Ils nous ont beaucoup aidés sur le tournage à Lyon. Ils nous ont permis de rencontrer beaucoup d'enfants à la clinique de Lyon quand on tournait le film. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés parce qu'il y a certaines vannes dans le film, pour être très honnête avec vous, Michel, où on ne savait pas si ça passait parce qu'on rit de la maladie dans ce film. Oui. Et c'est important de le préciser, je le dis tant que toute l'équipe est là, on rit de la maladie mais on ne s'en moque pas. Pourquoi est-ce qu'on en rit? Parce que quand on ne rit pas de la maladie, alors elle prend de l'importance. Et moi j'ai appris ça au contact de gens comme Muriel, j'ai appris ça au contact de gens comme les Blues Roses. Au début, quand je rentrais dans la chambre d'une enfant malade qui n'a pas de cheveux, j'étais extrêmement gêné. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire. Et du coup, tout prenait une proportion gigantesque. Aujourd'hui, je l'ai fait très récemment, j'ai été voir une petite fille et elle n'avait pas de cheveux, je lui ai dit « Ah là là, ça doit faire un bout de temps que tu n'as pas été chez le coiffeur ». Elle était morte de rire. C'est pas parce que c'est la meilleure vanne, parce que d'un coup, il y a un rire exultoire. Il y a un rire de « la maladie n'est qu'un détail ». C'est comme si demain, vous avez un bouton sur la joue. Michel, je vais vous dire, vous avez un bouton sur la joue, on va se marrer 2 secondes, on va passer à autre chose. Là, c'est la même chose. Il est important de rendre la maladie ce qu'elle est, c'est-à-dire un détail. Il faut qu'on... Et le regard des gens sur les malades. C'est ça qui est dit dans le... C'est pour le handicap. Le succès d'Intouchable, c'est aussi l'humour dans le film. Hein. Il faut en on en a rire, parlé avec Omar. Et je demande aussi aux enfants, je termine une seconde, excuse-moi Edouard, je parle beaucoup, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais dire aussi, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Kev, fais pas ce film, les jeunes ne vont pas aller voir ce film, ils n'ont pas envie de te voir là-dedans ». On a pris ce risque, c'est pas pour rien. Ce film s'adresse avant tout aux jeunes. J'aimerais que les jeunes aillent voir ce film et comprennent ce que c'est que la maladie et se disent « Putain, mais la prochaine fois qu'on va croiser un môme qui est malade, qui est en chaise roulante, qui a des tuyaux dans le nez, on va pas tourner la tête. On va lui dire t'es notre ami public et on est tous ensemble. » Voilà, c'est important. Edouard. C'est ça. Ce que dit Kev est fondamental. C'est vraiment l'ADN de ce film. Et c'est grâce, moi je voulais remercier Muriel, parce que c'est grâce à elle et aux gens comme elle qu'on a appris qu'il fallait mettre que de la vie là-dedans. Dans la vie de Muriel, il n'y a que de la vie. Dans son travail, il n'y a que de la vie. Dans l'association, il n'y a que de la vie. Et dans le film aussi. Donnez, si vous le pouvez, s'il vous plaît, soit de l'argent, soit de votre temps, soit de vos sourires à l'association Princesse Margot, l'association Les Blues Roses. C'est important, ils ont besoin de vous, on compte sur vous, vraiment, c'est important. Merci à tous. L'actualité des uns et des autres. Majid Birila est sur scène. Je suis sur scène, attention. Au Petit Palais des Glaces. À 21h30. Nouveau spectacle. Avant, j'étais à l'Ascarguet, mais ça c'était avant. Voilà, exactement. J'avais envie de me dévoiler. C'est le premier spectacle où je suis moi-même. Donc je parle de la vie de tous les jours, du quotidien, et d'avoir grandi en Picardie, parce que je suis avant tout Picard. Et il y a 3 Picards qui sont là. C'est vrai. Ils sont là-bas. Mais les Lascarguais... Ouais, on est là.
Le Lascar Gay a attiré au moins 500 000 spectateurs. Ouais, C'est un voilà, on énorme va faire succès. Énorme succès. Puis là, j'ai envie de me retrouver, d'être moi-même. Et voilà, j'ai envie d'être moi. Mais tout écoutez, je vous reçois pour la première fois. Je vous ai trouvé formidable. Merci. Très élégant. Merci. Je peux vous faire la bise, Michel? Allez, on se... À la classe. Maman, va être content, maman! Ah bon? La maman est là. Ah, Charles Drucker! Il est vrai. Merci. Merci beaucoup. Édouard Pluvieux, vous avez fait un très beau film. C'est gentil, Michel. Merci Magnifique. beaucoup. J'invite tous les Français à aller le voir parce qu'il y a un vrai message. On sort très très ému et on a beaucoup ri, mais on est un petit peu plus intelligent en sortant qu'en entrant. Applaudissez toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci, Michel. Alors maintenant, c'est ton vivement dimanche. Tous les invités, tu les as choisis et tu as voulu Louane. Vous êtes de la même génération. Complètement, Elle est même encore complètement. plus jeune que toi. Encore plus jeune et elle a un talent incroyable. Vraiment, elle est bluffante, cette jeune Elle fille. va chanter Maman. C'est une chanson très personnelle qui lui tient à cœur. Et cette chanson va nous amener, quel enchaînement, à parler de ta maman. Formidable. Louane! À la classe. Merci. Extrait de l'album Chambre 12. Viens, ma petite Louane. Viens. Heureux de te revoir. Voilà. Bravo. C'est bien que vous soyez là tous les deux parce que vous êtes vraiment des représentants. Vous êtes quelque part des leaders de votre génération. Quel âge tu as maintenant? J'ai 19 ans. 19 ans. T'es un vieux à côté d'elle. C'est vrai, je suis un vieux à côté d'elle, c'est vrai. Alors, c'est drôle que vous soyez là tous les deux aujourd'hui parce que le magazine Film Français a publié une liste de personnalités cette semaine. Vous êtes deux des personnalités qui ont marqué l'année comme acteurs. Elle pour la famille Pourquoi Bélier. moi, tu croyais que c'était comme chanteur, Michel? Famille Bélier pour elle et Aladdin pour toi. Ça s'applaudit quand même. Merci. Merci. Et alors, c'est vrai que... Moi, je veux bien devoir chanter. Ben ouais, Ah oui, il te manque ça encore. Maman! C'était... Ah, viens dans Alors, ma tête, maman. Alors- Non, mais moi, je suis un grand fan. Et effectivement, c'est une des seules de la nouvelle génération française à autant tout casser. Fait une tournée des Zéniths, elle est partout. Elle a vendu, je sais pas, plus d'1 million d'albums. C'est du Ouais. délire quand même. Ouais. Donc bravo à 19 ans. Même moi, à 19 ans, et pourtant, j'ai l'impression d'être assez précoce. À 19 ans, je faisais pas du tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire des tournées gigantesques et tout. Donc bravo, bravo. un petit mot quand même, parce que ce film, on t'en parle encore, évidemment. Oui, évidemment, on m'en parle encore. On m'en parle même très très souvent. Et c'est vraiment une joie pour moi parce que c'était une des expériences les plus belles de ma vie, en fait. Et j'espère que j'en vivrai encore autant Avec Karine des comme ça. Viard et François Damiens, quel beau duo pour commencer. Alors, le succès n'est pas terminé. Le 12 février, c'est les victoires de la musique. Ouais, Voilà. mais Elle est en compétition dans 2 catégories, album révélation, chanson originale. Moi, je pense qu'elle a une chance. Hein. Les amis, Non, votez c'est pour dur. elle aux victoires, c'est Ah, important. merci. Elle sera au Zénith le 18, 19 et 20 mai. Et le 20 mai, le spectacle sera au profit de la recherche contre le mélanome. Tu tiens absolument. Exactement. Voilà. Très bien. Écoute, que te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, jeune fille? Si, peut-être un jour te retrouver au cinéma avec Kev Adams, ton partenaire. Ah, ce serait vraiment cool. Eh ben, avec plaisir. Non? Ouais, grave, ce serait top. Encore faut-il trouver le bon Mais projet. tu Mais vas c'est ça. trouver. Mais ce Vous allez serait super, ouais. Je vous demande d'applaudir Louane. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao, ça y est. Énorme. Alors maintenant, moi je suis très content de cette émission, même s'il n'y avait eu que cette séquence, car j'ai interviewé ta maman. J'arrive pas à croire que vous ayez réussi à interviewer ma maman. J'ai obtenu son portable, j'ai demandé à la CIA, et j'ai rencontré Nathalie Cohen-Smadja. On s'est retrouvés dans un endroit que je garderai secret, puisqu'on est appelé à se revoir sans toi. Ça devient étrange, là, Michel. Ta maman, tu en parlais déjà sur scène. Avant vrai. de l'écouter, on va voir ce que tu dis d'elle sur scène. Mais, comme je vous l'ai dit avec ma mère, on n'a jamais... Heureuse maman d'un petit gars qui, pour moi, est un surdoué. Il n'a que 24 ans, votre fils Kev, et on a l'impression qu'il connaît déjà tellement de choses de ce métier. Il était déjà, comme l'on dit, très en avance sur son âge. Petit, Kev était un garçon très joyeux, qui n'avait peur de rien, qui avait la parole facile, très avenant, très souriant. Et, Il avait envie de depuis faire rire. très jeune. Il était drôle. Oui,
Déjà petit, il était drôle, il adorait faire des spectacles en famille dès qu'il pouvait. Dès qu'on avait une réunion familiale, il fallait qu'il nous fasse la dernière pub, le dernier film qu'il avait vu. Il adorait ça, que tout le monde se mette autour, assis sur le fauteuil et qu'on attende son spectacle. Est-ce qu'il était bon élève? Il était très bon élève, sauf qu'il n'avait pas besoin d'en faire beaucoup parce qu'il comprenait très vite et il avait une mémoire incroyable. Donc, bien souvent, ce qu'il avait écouté en classe suffisait. Et moi, je râlais parce que je ne trouvais pas ça normal qu'on ne fasse pas de devoirs de manière assidue. Donc, en fait, je lui en demandais beaucoup alors qu'il n'en avait pas besoin. Donc, ça crée des petits conflits. Moi, je déteste l'école. Vraiment, je déteste. Il a fait de longues études puisqu'il était sur scène à 17 ans déjà. Tout à fait. Il a voulu faire des scènes ouvertes à l'âge de 17 ans. Je n'étais pas tellement pour parce que c'était quand même une telle envie, je ne pouvais rien contre ça. Et donc, il allait faire ses scènes ouvertes, il allait à l'école. C'est un petit peu fait repérer par des gens du métier. Donc, c'était une telle envie qu'on ne pouvait pas l'arrêter de toute façon. Il donne l'impression d'être un gros travailleur, très précis, très ponctuel. Il est comme ça? Oui, tout à fait. Depuis qu'il fait ce qu'il aime, comme il le dit à chaque fois à ses fans, vous me faites vivre un rêve. Et il a compris que c'était très important pour la suite. Vous avez vu tous ces films, évidemment. Évidemment. Quel est celui qui vous a convaincu le plus? Je crois que depuis le début... Depuis Soda? Depuis Soda, déjà, je suis impressionnée, puisque voir un peu à quoi ça allait ressembler, voilà, et j'ai trouvé ça super. Et dès le premier Soda, j'ai vu que c'était incroyable, quoi, déjà, cette maturité à être toujours... dans le ton. Ses côtés. J'ai travaillé dans le monde de la finance pendant très longtemps, jusqu'au deuxième spectacle de Kev. Et puis là, Kev m'a demandé de travailler avec lui. Vous êtes un peu sa productrice? Pas vraiment sa productrice. C'est plutôt Elisa Soussan qui se charge de ça. Ils sont très proches tous les deux. Du coup, moi, je suis très proche d'Elisa aussi, puisqu'on est devenu une vraie famille, je crois. Il a deux femmes qui veillent sur lui. Voilà, tout à fait. Puis c'était aussi une chance pour moi d'être plus proche de lui, puisque c'est un métier où on est très absent. Et je me suis dit que quand même, c'était un moyen de rester proche. Alors vous êtes bien placé pour savoir que depuis quelques années, tout a changé dans sa vie, son environnement. Il est une star. Il a 24 ans. Il a un succès fou au cinéma, sur scène. Il va être sur scène bientôt avec Gad Elmaleh. Il arrive à rester calme parce qu'il pèterait les plombs à son âge, on le comprendrait. Il arrive à rester calme parce qu'il sait que c'est important et que ça ne sert à rien de s'énerver. Il voit que de toute façon, il a des gens proches qui sont là pour justement l'aider et l'entourer. Et voilà, donc pour l'instant, ça se passe bien. Il est resté lui-même. En tout cas, quand il vient à la maison et qu'il est avec ses frères, il est toujours le même. En famille, c'est pareil. Dans les réunions familiales, il reste celui qu'on connaît et pas celui des télés et de ce monde people. Donc, rien n'a changé à notre niveau, en tout cas. Pour l'instant, il a bien les pieds sur terre et c'est assez appréciable pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un mot que vous voulez lui dire, que vous ne lui avez pas encore dit? Que je lui ai pas encore dit, je crois pas, parce qu'on n'a rien, on se cache rien tous les deux. On est très très proches et on a une complicité assez forte depuis tout petit. Donc je pense qu'il le sait déjà, mais mon Kev, tu sais comme je t'aime et comme je te soutiendrai toute ma vie pour tes passions, telles qu'elles soient, enfin, peu importe. Je t'aime, voilà. Mais Merci. il le sait. Merci Nathalie, merci infiniment. Voilà. Alors tu vois, quand tu seras plus grand, Très émouvant. pour les générations futures de la famille, il y aura un document de ta maman. C'est très émouvant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, elle et moi, mais c'est rare qu'elle parle avec l'extérieur, quoi. Donc, enfin, entre nous, quoi. Donc, enfin, bref. Merci en tout cas pour ce témoignage. Alors, elle a prononcé le nom d'Elisa Soussan il y a un instant. Ah, et il est revenu plusieurs fois dans cette émission. Qui est ta productrice. On l'applaudit, elle est là. Alors Elisa, vous avez été au début. Moi j'ai entendu parler de vous la première fois. Elle a fait le brushing, Michel. Regarde là. La première fois, c'était à l'époque où Anne Roumanoff faisait Paris fait sa comédie. Mais lui, il était mineur encore. Il était mineur, oui. Vous avez tout de suite flashé sur lui parce que c'était une évidence.
Ouais, c'était. En tout cas, quand je l'ai vu sur scène, hein, je ne l'ai pas vu dans la rue, je l'ai vu sur scène, il faisait un sketch. Et c'était évident. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai vu quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Quand on me pose la question, c'est difficile de l'expliquer. C'est un ressenti. C'est vrai, quand on voit cette photo, je comprends qu'on craque. Et donc, vous allez voir sa maman, vous avez tout de suite envie de vous occuper de lui. Ouais, j'ai été le voir d'abord. Et effectivement, il avait 17 ans, donc il était avec son meilleur pote, avec leur petit sac à dos à la sortie du théâtre. Et voilà, je sais pas, j'ai été le voir et je lui ai dit qu'il avait certainement un grand avenir devant lui, qu'il fallait qu'il continue et que s'il avait besoin de moi... Enfin, je sais pas, je lui ai dit si tu as besoin d'aide, je lui ai laissé mon numéro en fait. Non, elle m'a dit un truc qui est étonnant, vraiment, et pour le coup, ça arrive rarement. Alors, après, certains peuvent appeler ça de la chance, d'autres peuvent appeler ça le destin. Ce qui est assez dingue, c'est qu'à cette époque, je faisais beaucoup de scènes ouvertes, donc je jouais tous les soirs sur scène, je faisais mes petits sketchs tranquilles avec mes potes, je prenais le métro, je rentrais chez moi. Et elle vient me voir à la fin et elle me dit, vous avez reçu des propositions de production déjà? Et je dis, bah non, pour l'instant, il n'y a que moi, je suis moi, quoi. Et elle me dit, vous allez en recevoir beaucoup, très prochainement. Faites-moi confiance. Au moment où ça arrive, si vous vous sentez perdu, appelez-moi. Il n'y a pas de problème. Je saurai vous aiguiller et vous conseiller sur les bonnes personnes avec qui travailler et je pense les mauvaises. Elle m'explique qu'elle travaille avec Anne Romanoff et tout. Elle me donne sa carte. Pour être très honnête avec vous, Michel, je suis avec mon meilleur pote à ce moment-là. On rentre dans le métro et on se dit, mais c'est qui cette mytho là si tu vas avoir beaucoup de propositions, appelle-moi quand tu ne sauras pas quoi choisir. Donc on est mort de rire, on rentre chez nous et on dit bon voilà, c'était cool, une rencontre de plus. Mais on garde la carte. Mais on garde la carte évidemment. Et étrangement, de manière incroyable, 6-8 mois après dans ma vie, donc pas longtemps, on reçoit énormément de demandes. Des producteurs à Paris veulent me rencontrer, on veut signer mon spectacle, on veut travailler avec moi. Et ça vient de toutes parts, ça appelle mes parents, ça appelle mes potes, ça m'appelle moi directement. Et du coup, je dis, c'est marrant quand même, cette femme, elle avait dit un truc qui est en train de s'exaucer. Et donc, je l'appelle, je lui dis, il faudrait qu'on se voit, il faut qu'on en parle pour que vous me disiez avec qui il faut aller, c'est qui les bons, c'est qui les mauvais. Elle m'a dit, bah viens avec moi je suis bien, moi. Et alors donc, vous avez changé sa vie, mais il a changé la vôtre parce oui. que vous êtes devenue productrice. C'est vous qui produisez le film dont on parle aujourd'hui. Hein. Complètement. Mais vous avez produit Fiston aussi. Complètement. Oui, absolument, quand je travaillais chez Robin & Co. Ouais. Vous avez tout de suite pensé à long terme. Oui, en fait, c'est exactement ça. Quand j'ai vu Kev en fait, sur scène, avant tout, j'ai vu un talent et surtout quelqu'un qui pouvait... Enfin, un talent, un acteur. Potentiel. Ouais, enfin, quelqu'un de... En fait, pour tout vous dire, c'est vrai qu'on fait un spectacle avec Gad maintenant, donc c'est rigolo, mais je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari, je crois que j'ai vu le prochain Gad Elmaleh. Et c'est drôle, parce que maintenant, ils vont se retrouver ensemble bientôt sur scène. Dites-moi, il nous a dit tout à l'heure que ça n'a pas été aussi facile que ça, de monter le film qui nous vaut sa présence aujourd'hui. Oui, mais enfin, c'est surtout que tout le monde voulait voir Kev dans un registre particulier, à savoir la comédie et que la comédie. Et c'est vrai qu'avec Kev, voilà, ça fait 7 ans qu'on fait des projets ensemble, soit la scène ou Soda, et le public de Kev, on le connaît bien. Et nous, en tout cas, on savait qu'ils avaient envie de voir ça. On savait qu'ils ont aussi envie d'avoir des émotions, de rire bien sûr, mais aussi d'avoir des émotions, et surtout quand on est adolescent ou jeune. Et donc, on a été jusqu'au bout. Et voilà, il y en a certains qui nous ont suivis, du coup, et je les remercie. Mais... Un petit mot sur ce qu'on a entendu de sa maman. Vous travaillez vraiment en duo avec elle. Absolument. Hein. Vous avez l'air très proches toutes les deux. On est très proches. Très bien. Et c'est vrai que je crois que si je travaille avec Kev aujourd'hui, c'est en très grande partie grâce à elle, puisqu'en fait, je l'ai appelé et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il était mineur. Il avait 17 ans. Et donc, j'ai appelé sa mère et je lui ai dit, faites-lui confiance, il va aller très loin. Détournement de mineurs. Absolument, mais avec l'autorisation de sa mère. Très bien. Merci Elisa Soussan. Bravo. Merci, Michel. Merci Elisa. Merci beaucoup. Quelle aventure. Alors maintenant, tu as voulu écouter Black M. On va écouter Black M? Oui. Ok, vous savez, c'est un pote à toi, ça. Non, mais c'est au-delà d'être mon pote, c'est mon artiste préféré. Je le dis alors vraiment avec beaucoup de fierté. C'est un mec que j'apprécie particulièrement parce que c'est le premier rappeur qui met pas des meufs à Walp, qui met pas des chaînes cheloues, qui met pas des casquettes et qui crie niquez-vous, niquez-vous. Il est cool ce gars, il fait du bon son. Niquez-vous. Niquez-vous, Michel, c'est comme à votre époque, c'est comme si on disait allez-vous-en, petit chenapan. C'est pareil. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour cette nouvelle génération du rap qui ont réussi à faire écouter du rap plus seulement aux jeunes, mais à toute la famille. C'est quoi le rap? Explique-moi, c'est quoi le rap? Tu sais, c'est cette musique très énergique, c'est le hip-hop avec du son hip-hop et des gens qui font. Ah bah oui, c'est le tango de mon enfance, mais déstructuré. Déstructuré, complètement. Tu prends un tango, tu déstructures, Michel.
Ça te donne du rap. Mais en tout cas, respect à lui, respect aussi à ses compères de la section d'assaut qui ont réussi à rendre le rap accessible à tous. C'est plus le rap seulement pour les jeunes, seulement pour les vieux, c'est un rap pour toute la famille et lui, il le fait avec brio. Alors, la chanson qu'on va écouter, Madame Pavlovsko, il règle un peu ses comptes avec une enseignante qui lui a pas laissé un très bon souvenir. Avec sa conseillère principale d'orientation. Voilà, exactement. C'est la CPE. La CPE, ça va vous rappeler des souvenirs d'étudiants. Et avant de l'entendre chanter, on va voir justement un petit sketch avec une dame qui pourrait être cette dame. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de jouer dans un clip. Il m'a invité très gentiment. Il m'a dit on fait un clip dans un lycée. À l'époque, j'étais en plein Soda, on était à fond dans Soda. Et il m'a dit très gentiment, il m'a dit on peut pas faire un clip dans un lycée où on parle d'une conseillère si tu viens pas faire une panouille. Donc j'ai été, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce qu'encore une fois, je suis un très grand fan de sa musique. Alors, regardez bien, juste avant que Black M ne chante Madame Pavlovsko, il y a Kev qui apparaît face à Madame Pavlovsko, jouée par une comédienne que je ne connais pas, qui était patente, s'appelle Claudine Axe. Elle est super. Regarde. Aime les yeux plus gros que le monde, disque de diamant. Tu l'as, bien sûr, tu l'as. Moi, je l'ai, évidemment. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver une réédition. J'en profite puisque j'ai la chance d'être dans cette réédition avec le titre du film Aladdin, Le Prince Aladdin, que j'ai eu la chance de faire en duo avec lui. Et voilà, il est bientôt double disque de diamant. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est en France. Et ça mérite des applaudissements. Bravo. Alors, Black M, parle-moi de la vraie Madame Pavlovsko. C'est pas un bon souvenir, la dame. Non, enfin si, c'était un bon souvenir quand même, parce que... Oui, après coup, ça fait une chanson déjà. À l'époque, bon, tout le monde savait à l'école que j'écrivais mes textes au fond de la classe. J'étais le perturbateur sympathique du fond de la classe. Les profs, ils m'aimaient bien. Et j'ai décidé d'en faire une chanson, tout simplement, par rapport à toutes les conseillères d'orientation que j'ai pu avoir dans ma jeunesse. Je me suis inventé un petit nom, je l'ai appelé Madame Pavlovsko. C'est proche d'une dame que je connais, j'ai pas voulu la griller. Mais il y en a qui te disaient, vous finirez mal, mon petit. Ouais, il y en a certaines qui le disaient, et voilà. Pour leur prouver le contraire, j'en ai fait un morceau au second degré, et voilà. Mais c'est sa force, c'est qu'il parle à toute une génération. Ouais. Aussi pour ça, moi j'ai écouté ses titres au début, justement pour ça, parce que moi j'ai vécu ça. J'ai eu une conseillère d'orientation qui m'a dit, vous voulez être quoi? Comédien? Vous croyez que c'est un métier, comédien? C'est un hobby, comédien. C'est comme pêcheur, c'est un hobby. Et en fait, quand on entend cette chanson, bah, c'est une belle vengeance. On a envie de dire, bah ouais, nous, la nouvelle génération, on a envie de faire ce qu'on veut. Je crois que c'est pas une bonne idée qu'il y ait des gens qui nous disent, vous devez pas faire ça, vous devez faire ça. Je crois que c'est une bonne idée. Et il y en a, heureusement, des CPE comme ça, qui te disent, t'as envie de faire ça, on va t'encourager là-dedans. Et c'est aussi ça que j'aime dans les chansons de Black M, c'est que c'est pas juste du rap, c'est qu'il y a toujours un sens, toujours une petite morale, toujours une petite vanne. Et pour moi, c'est touchant. Voilà. Je t'applaudis des deux mains parce que c'est formidable ce que tu fais. Extraordinaire. Merci Kev. Et d'ailleurs, Michel, j'ai eu la chance, et je le dis en exclusivité à la télé, j'ai eu la chance d'écouter certains des titres de son prochain album qui va arriver à la fin de l'année. Faites-moi confiance, pour ceux qui ont aimé le premier album, c'est loin devant, c'est encore mieux, c'est encore plus fort, c'est encore meilleur, il y a encore des plus gros sons, des plus grosses paroles. Voilà, bravo à lui, il n'arrête pas de bosser. Et bravo à toi, merci mec. Kev. Merci beaucoup. Merci tout le monde, merci. Merci beaucoup. Ok, Big Black. À bientôt, merci. Yes. Alors, maintenant... Ça, j'ai le droit de le garder, Michel. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi. Moi, je garde ça. Moi, je garde ça. Ok, ça va. Moi, je garde le DVD d'Aladin. Alors, justement, Aladin va nous amener à ta carrière au cinéma. Prof 1, Prof 2. Énorme succès. Plus de 7 millions de spectateurs en 2 films. Incroyable. Incroyable. Pierre-François Martin Laval, qui est un personnage clé de ce film, évidemment. Que j'adore. Et Isabelle Nanty, la prof d'anglais, championne de lancer de craie. Que j'aime de tout mon cœur. Ils sont là tous les deux. Attention, faut pas se péter la gueule à ce moment-là. Ça va, mon pote. Alors, Bonjour Pierre-François. Bonjour Michel. Pierre-François. Ça va? Isabelle. Bonjour Madame Tuche. Madame Tuche était déjà là il y a 15 jours parce qu'elle était la fille de Madame Tuche. Et quand qui même. marche fort, hein? Elle marche fort, Madame Tuche. Tuche, bah oui, c'est le 2, hein. Madame Tuche aux États-Unis, avec Jean-Paul Rouve, ça fait fort. Ils sont au bord de l'Oscar. J'ai pas rêvé, là, je vous ai vu danser il y a quelques secondes. Oui. Non, mais c'est fou. Plus les années passent, plus Michel rajeunit, quoi. Ouais. Vous dansez encore mieux que Ken? Ouais. Je suis au bord du piercing et du tatouage. Et du string apparent.
lui, tu sais que j'ai une tendresse pour lui pour plein de raisons. On montre pas du doigt, Michel. Non, non. Alors là, prof 1, prof 2, quand même, ça va être 2 films clés dans ta carrière. Plus de 7 millions de spectateurs en 2 films. 7 millions et demi. Oui, c'est surtout que je peux me vanter d'être le réalisateur de la moitié de la carrière de Kev Adams. Oui, c'est vrai. C'est une phrase que je pourrais pas dire si vous m'invitez l'année prochaine, vu son planning, mais quand même, je peux le dire. Je suis le réalisateur de la moitié de la carrière de Kev Adams. C'est vrai. Alors, Gladys, le prof d'anglais, j'aurais tellement aimé avoir un prof d'anglais comme toi. Oh, Tyrannique, adepte du lancer de craie. yes. Alors, le deuxième était plus fort que le premier encore. Bah oui, c'était notre souhait. Et puis avec Kev, on était encore plus complices. Et toute l'équipe, on avait... Le cancre Boulard. Et puis tu as beaucoup bossé sur le 2 en fait. Moi j'étais tellement heureux de retrouver cette équipe. Il l'a dit, mais c'est quand même important de le répéter. C'est Pef, pour la première fois, qui m'a fait confiance au cinéma. C'est lui qui m'a donné mon premier rôle au cinéma. Et c'est vrai que sur les profs 1, Boulard, il était là. Et puis, au fur et à mesure qu'on parlait avec Pef, il existait un petit peu plus dans le film, petit à petit. Et c'est vrai que dans le 2, j'étais tellement heureux de retrouver cette équipe. J'étais tellement heureux de retrouver Pef aussi à la réalisation. Que moi, voilà, je suis un vrai amoureux de la saga, mais pour moi le 2 c'est vraiment, je peux pas vous expliquer, il y a un truc particulier parce que c'est un tournage que j'ai tellement aimé vivre que maintenant à chaque fois que je vois le film, j'ai un grand sourire comme quand on regarde des albums de vacances avec sa famille et on dit c'était tellement bien. Quoi. On voit un extrait des 2 et on reprend cette conversation. Ensuite. Alors, la distribution des 2 était incroyable. Je vais rappeler quand même, Pef, Isabelle, Christian Clavier, Arnaud Ducré, Stéphie Selma, enfin bref, un casting de rêve. Alors, Boulard, c'était une évidence dès le premier. Mais je crois que c'est le contraire, en fait, qui s'est passé. Kev connaissait mieux Boulard que moi, si tu me dis si je dis des bêtises. C'est vrai. Et Kev était attiré par ce personnage. Et quand on s'est rencontrés au début, je me suis dit, mais c'est qui ce merdeux parce qu'il avait déjà plein d'idées et tout, alors que moi j'étais réalisateur, scénariste. Et puis vite, je me suis aperçu que j'avais plein de préjugés, qu'il était génial et qu'il allait justement m'aider à construire ce personnage, quoi. Et d'ailleurs, on a mis 2 films à l'étoffer, j'ai l'impression. C'est la force de Pef, c'est qu'il sait écouter les acteurs, et pas seulement moi, en fait. Et je trouve ça très, très fort pour un réalisateur. Surtout pour des films comme Les Profs, il faut savoir que c'est des grosses machines. Il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de figurants, c'est des gros décors. Et malgré ça, au milieu de tout ça, il prend le temps d'écouter les idées, de les considérer. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour les metteurs en scène comme ça. Voilà. Pef, c'est quelqu'un qui méritait que son cinéma soit vu en grande pompe. Moi, j'ai vu tous ses films d'avant. J'ai fait mes devoirs, c'est normal, avant de travailler avec lui. Et je vous invite à les voir. Il y a toujours cette même poésie, ce même humour extraordinaire, empreint d'amour et d'amitié. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle, quoi. Isabelle. Il y a une chose qui me frappe depuis tout à l'heure, parce que j'ai écouté un peu aussi, c'est qu'il a une sacrée éloquence. Hein. Ah mais il est incroyable. Il parle super bien. Non, mais je pourrais aller faire un tour, je reviens, il parle encore. Ouais, c'est vrai, hein. Non, mais c'est-à-dire que Kev, il est hyper renseigné. C'est-à-dire que c'est un bosseur. Oui, ça se et voit. c'est le plaisir de tourner avec lui, c'est qu'enfin on peut le voir. Parce que sinon, il bosse tout le temps. Combien de minutes de vacances tu as pris depuis que je te connais? Pas beaucoup, mais c'est vrai que je suis tellement heureux de faire ce métier. Bah oui, sa passion. Et puis, il y a aussi de la crainte, il faut dire la vérité. Parfois, quand tu fais un métier que tu adores et que les gens t'aiment et que tu as la chance de faire ce que tu aimes, tu te dis, mais si je pars en vacances 2 semaines, je vais revenir et ils vont m'oublier, quoi. Ils vont tous être là. Attends, t'étais qui, toi, déjà? Tu nous dis quelque chose. Donc, bien sûr, il y a aussi de la crainte de lâcher. Il y a toujours envie de faire du travail. Mais comme elle dit des gentils mots sur moi, j'aimerais vous rappeler, je ne sais pas si elle s'en rappelle, ma toute première rencontre avec Isabelle Nanty. Je suis sur le tournage des Profs 1. J'arrive et je vois Isabelle Nanty. Et pour moi, Isabelle Nanty, c'est itinériste dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je te capte pas, itinériste. Il y en a marre. Et je l'avais trouvé extraordinaire. Et je vais la voir et je lui dis voilà, je vous ai adoré dans ce film et je vous ai adoré dans plein d'autres films. Et je vous trouve vraiment génial et bravo et tout ça. Et dès le début, et c'est quand même fort parce que les acteurs, on a tous un petit ego quand on nous fait des compliments. On aime bien dire ah bah merci beaucoup et tout. Bah elle non. Elle est passée direct à autre chose, genre allez, assez de compliments. Et toi, qui es-tu? Parle-moi de toi, jeune homme. Et j'ai trouvé ça très fort et ça lui ressemble. C'est une femme qui s'intéresse toujours aux autres. Et tu aurais pu ajouter la comédienne, mais metteur en scène. Évidemment, extraordinaire. Car elle met en scène, il ne faut jamais oublier, professeur de théâtre, metteur en scène, actrice. Et elle met en scène en ce moment Benabar. Il ne faut pas oublier, pour la jeune génération, c'est important. Moi, quand je regardais Gad Elmaleh quand j'étais petit en cassette vidéo, il y avait écrit mise en scène par Isabelle Nanty. Absolument. Et regarde qui met en scène notre Tristan Bernard. Pascal de Molon, qui est un acteur épatant. Zoé Félix Benabar, une pièce de Benabar et Hector Cabello Reyes. Et c'est Isabelle qui met en scène. Et ils sont super et le tu aimes public mettre en rit scène. beaucoup. Oui, j'aime bien mettre en scène. De temps en temps, je le fais pas souvent. Hein. Oui. Non, parce très doué. Merci. Quand tu as tourné Prof 1, tu savais que tu avais affaire à une Ferrari?
Bah, bien sûr, puis ça se voit tout de suite. Et surtout, moi j'avais vu en vidéo le spectacle de Kev. Puis ensuite, je suis allée le voir sur scène 2 fois. C'est vrai. Et c'est une bête. C'est une bête. C'est très drôle, c'est très généreux. Il se moque pas. Il donne énormément. Le public en a vraiment pour son argent. Il danse, il fait 1000 choses et c'est toujours très doux et généreux. Voilà. Et drôle. Allez applaudir la pièce qu'elle met en scène et allez applaudir les tuches, parce que ça fait beaucoup rire. Ouais, ça marche bien. Avec Jean-Paul aussi. Le rêve américain d'Olivier Barou, ça c'est bien. Connaissez-vous la French Touch? Voilà, ça me touche beaucoup. Le prof d'anglais, il a dit le prof d'anglais, c'est un prof d'anglais que tu as connu? Non. Non. Non, elle est écrite comme ça par Eroc et Pika. Elle est écrite comme ça. J'ai même ajouté les petites interjections qui sont écrites pour faire les sons, les clap clap clap, les ha ha ha, en très fort. Formidable. Le prochain est en route? Le prochain film de Pierre-François Martin? Le prochain, j'attends que Kev Adams ait 30 ans, comme ça sera le plus vieux cancre du monde. Voilà, et puis on sera tellement heureux de se retrouver. Il n'est pas impossible que le Boulard revienne un jour. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme prof peut-être. Comme dit. prof parce qu'il est quasiment aussi cancre que les profs. Ah bah oui, absolument. Donc il peut très bien venir enseigner la cancrerie. Complètement. On les applaudit tous les deux. Merci Pierre-François. Bravo. Et merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as voulu écouter Julien Peretta. Julian Peretta, qui est un artiste anglais que j'ai rencontré il y a 2 ans, 3 ans de ça au Energy Music Award. On est devenus tout de suite très potes. Je l'aime beaucoup. Il a un talent incroyable et il vous prépare un album qui est dingue avec tous les plus gros DJ du monde. Chez lui. C'est une star évidemment en Angleterre. Il a fait un single il y a quelques années en France qui faisait Bon, ça te parle pas, Michel. Comment ça? Bien sûr. Et c'est vrai que ça a été un énorme single. Et aujourd'hui, il revient avec un album magistral. Faites attention à ce garçon, c'est la prochaine superstar internationale. Et alors, tu sais à quoi je pense avant de le présenter? Il a fait la première partie de Beyoncé. Oui. Bah, c'est pour ça que je dis la superstar internationale. Lui, moi je lui ai dit, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai fait la première partie de Gad Elmaleh, mon pote. Il m'a dit, ah ouais, moi j'ai fait la première partie de Beyoncé. Je dis, bah c'est aux États-Unis, en Angleterre. Écoutons-le, vous allez voir, ça prouve mieux que Miracle. Merci beaucoup Pierre-François, merci Isabelle. Miracle. Merci. Julien. Miracle. Peretta. Bien Julien. Yeah. That's my brother. The Peretta is here. Bonjour Julien. Hello, how are you? Yeah, I'm proud to welcome you. Michel, t'as entendu comment il t'a appelé? Il a dit bonjour Michael. Yes. Michael Drucker. Michael Drucker. Where are you from? De Londres? Oui, moi j'étais né à Londres. En fait, tu vas parler un peu français. C'est la première fois que je fais une émission télé en France quand je parle français. Magnifique. Je parle pas très bien français, mais c'est la première fois. Voilà. Tu as commencé la musique à quel âge? Je commence à faire la musique quand... c'est difficile de dire l'âge je commence, parce que I always remember playing music. Il a toujours voulu faire ça. Ouais. I always wanted to be a musician, I always wanted to be a singer. Ouais. Et mon Qui ont père été tes modèles? What's your hero? I think my hero at the time was... Bowie, David Bowie? Oui, people comme Bowie, the classic English singers like the Stones, Phil Spector, Paul McCartney. This is what I heard as a child, so j'ai entendu ça quand j'étais gosse. Ouais. Et la France, ça voulait dire quoi la France? Qu'est-ce que signifie la France pour toi, Juliane? Moi j'ai un grand coup de cœur pour la France. Oh putain, ça a commencé avec moi j'ai un grand cul Un grand cul? C'est pas bien? C'est bien un cul de cœur. C'est pas bien? C'est bien. Si. Non, c'est bien un grand coup de cœur. Voilà, I have a big space in my heart for France. And, rigole pas, j'essaie de parler en français. C'est très bien. Alors, dis-moi, moi je voudrais que tu me parles de Beyoncé. Ouais. T'étais en première partie de Beyoncé. Yeah, it was kind of crazy. It was unexpected. Des visions de Beyoncé chantant devant toi qui sont inoubliables. Oui, pour 30 jours, j'étais avec elle on her tour. Et c'était juste toute la nuit incroyable pour voir elle avec un café comme ça. Ça va? Ça va? Ça va? Oui. Est-ce que tes parents sont musiciens? Oui, mon père était un guitariste. Il n'avait pas les opportunities, il n'avait pas la chance comme moi malheureusement, mais j'espère qu'il est content.
Voilà. C'est sûr qu'il est fier. La première fois que tu venais ici, ça ne sera pas la dernière. Et puis faites-moi confiance, Michel, c'est quelqu'un que vous allez retrouver dans les prochaines années, au même titre que Ed Sheeran, Justin Bieber, ces mecs-là. C'est une découverte qu'on fait cet après-midi, en ce dimanche. Faites-moi confiance, lui, il fait des tournées dans le monde entier dans 5 ans. Soyez là, soyez au rendez-vous et retenez bien qu'il était venu chez vous, Michael Drucker. Très bien. Julian Barretta. Bye-bye. Merci beaucoup. Bon, avant de te retrouver sur scène, car j'aimerais qu'on te voit sur scène, parce que la scène, c'est ta vie. C'est ma vie, depuis bien l'âge de sûr. 15 ans. Parle-moi de William, Lebguil. C'est J'ai ton fait, pote de début, j'ai ça. fait des compliments sur tout le monde aujourd'hui parce que et je vous remercie pour ça, Michel. Vous et vos équipes, vous m'avez concocté une émission avec que des gens que j'aime de tout mon cœur. Et c'est bon de faire une émission de télé avec que des gens que j'apprécie et que j'aime vraiment sincèrement et pas juste pour la télévision ou pour les paillettes. Celui qui va arriver maintenant, c'est mon complice. J'ai grandi avec lui et c'est peu de le dire puisqu'on est arrivés tous les deux dans la série Soda. Moi, j'avais 18 ans, il en avait 19 et on a grandi pendant 5 ans ensemble. C'est devenu un de mes meilleurs potes dans la vie de tous les jours. On s'appelle, on fait les cons tout le temps. Et je pense sincèrement, et encore une fois, vous allez vous dire, mais il dit ça de tous ses amis, mais là, j'aimerais mettre un gros point d'exclamation à la fin de cette phrase. Il est l'acteur de la nouvelle génération le plus doué, sans aucune hésitation. Dans Aladdin, sur le tapis volant, vous étiez très drôle tous les Dans deux. Aladdin, il est sensationnel. Dans Soda, il est sensationnel. Je vous invite à voir ses autres films. Voilà, c'est le surdoué des acteurs. Il était dans les souvenirs, d'ailleurs. Il était dans les souvenirs de Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Et je pense très sincèrement que dans 5 ans, dans 40, 50 ans, Michel, vous présenterez encore cette émission, d'ailleurs. Eh ben, avec les progrès de la médecine, tu rigoles. Oui, c'est sûr. Eh ben, on parlera de lui comme de Depardieu ou comme de Belmondo aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui va faire une immense carrière. C'est le plus doué de sa génération, c'est aussi simple que ça. Voilà William. William Lebguil. Alors William, c'est au moins la deuxième fois que tu viens. Ça va? C'est la deuxième fois. D'après ce qu'il vient de me dire, tu vas venir souvent nous voir. J'espère. Vous n'étiez pas en classe ensemble quand vous êtes rencontrés? Bah non, pas du tout. En fait, on s'est rencontrés sur le casting de Soda, en fait. On s'est rencontrés sur le casting de Soda. Moi, je suis venu, on était dans des bureaux, on a passé les scènes. C'était devant une machine à café, tout ça, et puis on s'est marré direct. L'alchimie est passée directement. Et tu venais d'où, toi? Tu voulais faire quoi quand tu étais gamin? Ah, moi, je voulais être acteur, moi. J'ai passé pareil mon enfance à faire le con dans le fond de la classe. Et je savais pas trop. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais ouais, c'est ça. En fait, j'ai appelé ma mère. J'avais commencé une fac de lettres. Et j'ai appelé ma mère au bout d'une demi-journée de cours. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je vais faire du théâtre, en fait. Et elle m'a dit, OK. Et ça, c'était formidable. Du coup, j'ai fait une école de théâtre. Tu écrivais aussi déjà? Non, pas du tout. Pas du tout. Et j'ai commencé mon école de théâtre et j'ai passé les castings pour Soda 1 an après avoir débuté mon école. Je veux juste dire que c'est un des seuls qui m'a accompagné dans mes 3 disciplines que j'adore. C'est-à-dire qu'à la télé, il a été mon complice pendant 5 ans. Et Soda, pour ceux qui sont des fans, et j'espère qu'ils sont nombreux à nous regarder, Soda, c'est lui. Il est l'âme de Soda, ce mec-là. Ensuite, il m'a accompagné au cinéma dans Aladdin. Et ça a été le plus gros succès de ma carrière jusqu'à maintenant. Et le sien aussi, d'ailleurs. Donc, on est quand même très liés sur ça aussi. Et sur scène, il m'a rejoint de très nombreuses fois. Et c'est là qu'on voit qu'il est généreux. Plein de fois, il est venu me rejoindre sur scène et dire bonjour au public. Donc voilà, je vous laisse introduire cette vidéo. De Soda à Aladdin, avec un petit mot pour Guy Lecluis. Super. Qui était le complice également. Évidemment. Allez, Soda et le tapis Bisous, volant. le Guy. Voilà. Rallye dans Aladdin, le copain pickpocket d'Aladdin. C'est ça. Et puisqu'on a parlé de Soda, je voudrais dire un petit mot de Guy Lecluis. On peut. Qui était votre grand complice et qu'on adore. Qui est pas seulement mon père dans la série, mais qui est le père de nous tous dans cette série. Il a été notre papa, le papa qu'on aime câliner, le papa qui fait toujours la petite blague quand ça va pas ou quand on est fatigué. Et puis voilà, et puis je le répète que trop souvent, mais c'est important de le dire. Soda, moi, c'est ma deuxième famille, c'est ma famille d'adoption. Quand on passe 5 mois avec des gens chaque année enfermés dans un studio toute la journée, à un moment donné, forcément, il y a des affinités. Et tous les jours, il y a des affinités qui se créent. Et forcément, ces gens-là, par nécessité, deviennent ta deuxième famille. Donc voilà, merci à mon deuxième frère. Mais il va rester avec nous? Parce qu'il reste avec nous. Oui, il reste avec nous. C'est pas une bonne idée, Michel. Si. Non, parce que je voudrais qu'il revoie avec nous des extraits de Kev sur scène. Bah, bien sûr. Parce que depuis le début de l'émission, on l'a pas encore vu sur scène. Hein. Normalement, quand on dit on va voir Kev sur scène, il dit bon, bah, je vais y aller moi. Alors, ce sont des images de Serge Hazanavicius qui avait mis en scène Kev sur scène. C'est vachement cool, l'impression. William,
Ça te rappelle des souvenirs? Bah moi je connais, moi je suis allé sur la tournée et puis effectivement Kev en général il me donnait le petit kiff de me faire monter sur scène à la fin et c'était toujours assez marrant de voir tous ces gens, c'est très très impressionnant et d'assurer un show comme ça devant des milliers de personnes dans toute la France, c'est une performance que je trouve extraordinaire donc c'est voilà. William, j'ai un cadeau pour toi, tu l'as? Non, je ne l'ai pas. D'ailleurs, ma mère le voulait. Ben voilà, pour ta maman, Les Aventures d'Aladin. Voilà, ça vient de sortir avec 1 heure de bonus inédit. Merci beaucoup, Michel. C'est pour toi, maman. Kev, on va s'arrêter là. On va se retrouver tout à l'heure. Oui. On va reparler d'amis publics. J'espère. On écoutera Gad Elmaleh puisque dans moins d'1 an, vous serez sur scène ensemble. C'est mon retour sur scène d'ailleurs. J'ai quitté la scène en juillet 2015, donc l'année dernière au Festival Paléo. Devant 100 000 personnes avec lui. Il était avec moi sur scène et je la retrouve avec lui à la fin de l'année. Donc effectivement, c'est important. Donc on va écouter Gad ce soir. Je l'ai rencontré. Et Gérard Darmon, Philippe Lelouch pour le théâtre. Le théâtre. Tous les enfants, les Boulets, les Le Pic, puisque la 8e saison ne fait pas ci, fait pas ça, ça reprend mercredi. Michael Gregorio, un surdoué de l'imitation. Ben et Arnaud de sa mère et Olivier de Benoît. Et ben voilà. On retrouve donc les gens tout de suite? Non, on va aller se faire un petit tour avant. On fait un petit tour nous et on revient pour retrouver les gens tout à l'heure. Je te fais faire un petit coup de vélo. Eh ben écoutez, avec grand plaisir. Okay. Voilà. William, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un petit à tout à l'heure. À tout à l'heure, Eddie. Toi et moi? Allez, parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup.